Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine au Moyen-Orient. Au sommaire, un accord arraché au forceps. L'opposition syrienne est parvenue à s'entendre après plusieurs jours de longues tractations sur une coalition nationale élargie. Et puis dans cette édition, nous évoquerons une fois de plus les réfugiés syriens et leur situation à l'approche de l'hiver. Enfin, nous ferons un petit crochet au Qatar avec un coup de projecteur sur les Français qui s'y sont établis et qui y ont réussi. Peut-être le bout du tunnel pour l'opposition syrienne qui, après d'épuisantes négociations à Doha au Qatar, est parvenue à un accord sur la formation d'une coalition nationale élargie. Une lueur d'espoir pour la population syrienne, lasse de cette désunion qui pour beaucoup profite au régime de Bachar el-Assad, mais aussi une bonne nouvelle pour la communauté internationale qui a œuvré pour cet accord. Il aura fallu près d'une semaine d'intenses négociations entre différents mouvements de l'opposition syrienne avant de trouver un accord signé sous le regard du ministre des Affaires étrangères turc et du Premier ministre du Qatar. Des responsables américains et français étaient eux aussi dans la salle, signe que c'est bien une partie de la communauté internationale qui a veillé à ce qu'une solution soit trouvée. Vous nous avez fait confiance et nous devons vous faire confiance. Vous pourrez être sûr que nous ferons de notre mieux pour que cette nouvelle coalition soit reconnue. Car en arrivant la semaine dernière à Doha, beaucoup ne croyaient pas à un accord possible, en particulier les membres du Conseil national syrien, jusqu'ici principal organe de représentation de l'opposition syrienne, en grande partie composé d'hommes en exil. Ces derniers avaient peur d'être marginalisés dans une nouvelle structure plus large. Problème, les États-Unis ne leur faisaient plus confiance. Washington leur reprochait de ne pas s'adresser suffisamment aux minorités syriennes. Il y a quelques jours, Hillary Clinton en personne les avait ouvertement lâchés. Nous avons été très clairs. Le CNS ne peut plus être considéré comme le représentant visible, légitime de l'opposition. Ce ne peut pas être une opposition représentée par des gens qui ont certes beaucoup d'atouts, mais qui n'ont pour la plupart d'entre eux pas mis les pieds en Syrie depuis 20, 30 ou 40 ans. Finalement, c'est cet homme, le cheikh Ahmad Moaz al-Khatib, un religieux ancien imam de la mosquée des Omeyyades de Damas, qui est élu à la tête de la nouvelle coalition. 3 personnes le secondent. Le Conseil national syrien pourrait lui garder un tiers des sièges environ de la nouvelle assemblée. Une assemblée qui plus généralement allie les Syriens de l'extérieur et ceux de l'intérieur sur des objectifs clairs. L'accord de la coalition dit clairement, c'est le point 2 de l'accord, qu'il s'agit de renverser le régime. Et le point suivant indique tout aussi clairement qu'il n'est pas question de négocier avec le régime. Et puis, un autre point qui est très important, c'est qu'évidemment, la coalition demande des moyens matériels. Et les moyens matériels, en l'occurrence, c'est en fait des armes. Mais avant de pouvoir espérer des armes performantes, les révolutionnaires devront passer l'étape de la reconnaissance internationale. Celle-ci devrait être au programme de la prochaine rencontre des Amis du peuple syrien. La réunion rassemble des pays arabes et des pays occidentaux et se tient dans un mois à Marrakech. Il faudra aussi obtenir la reconnaissance de la Russie et de la Chine. Ça ne sera pas chose facile, les deux États soutenant toujours le régime de Bachar el-Assad. Et pendant ce temps, la situation des réfugiés ne s'arrange pas. Les Syriens sont de plus en plus nombreux à fuir la guerre. Et malgré la fermeture de la frontière turque, la population continue à se diriger massivement vers ce pays. La plupart des réfugiés s'entassent près des frontières en attendant de pouvoir les franchir. Ils sont notamment très nombreux dans le nord d'Alep, dans des conditions rendues encore plus difficiles à l'approche de l'hiver. Un reportage signé Assia Chiab et Kadir Demir. La Turquie, terre d'accueil pour de nombreux réfugiés, est de plus en plus difficile d'accès. Pour des milliers de Syriens, le voyage s'arrête juste avant la frontière. Ils sont environ 6 000 coincés ici, sur le terrain des douanes. Tous ont fui les violences de la région d'Alep. Certains sont ici depuis 1 mois ou plus. Des tentes ont été montées à la va-vite avant l'arrivée de l'hiver. On a établi ce camp pour faire en sorte que ces déplacés puissent être nourris et recevoir des médicaments, parce que leur nombre augmente, parce que depuis quelque temps, on ne les autorise plus à rentrer en Turquie. Donc il y a de plus en plus de réfugiés qui sont ici. Depuis quelques jours, de fortes pluies ont commencé à s'abattre sur la région. La plupart de ces déplacés souhaitent aller dans les camps en Turquie, mieux équipés pour affronter la pluie et le froid, mais saturés. Ici,
Beaucoup de tentes prennent déjà l'eau. Comme vous le voyez, ce sont des conditions difficiles. On a fui les tueries et les bombardements dans notre village et maintenant on est sous l'eau. Il pleut tous les jours. Nous demandons à la communauté internationale, aux gens qui ont une conscience et à l'ONU de nous aider. L'ONU a été créée pour protéger les êtres humains, pas pour soutenir les gouvernements. L'aide, minimale, est fournie essentiellement par des ONG turques et arabes. Elle ne suffira pas en cas d'afflux massif de déplacés. Tir d'avertissement puis tir ciblé. La tension est montée d'un cran entre Israël et la Syrie. L'armée israélienne a procédé à un tir de sommation en direction de son voisin. Un tir en réaction à la chute d'un obus de mortier syrien dans la partie du Golan occupée par Israël. La chute d'un autre obus syrien dans la même zone a entraîné une autre réaction côté israélien. Les chars de l'armée ont touché des cibles en Syrie. La riposte était dirigée vers la source du tir. Des nouvelles du Koweït où des milliers de personnes ont manifesté pacifiquement à l'appel de l'opposition. À 20 jours des élections législatives anticipées, les manifestants souhaitaient protester contre le code électoral jugé trop favorable aux candidats au pouvoir. Ils sont quelques dizaines de milliers à s'être rassemblés devant le Parlement koweïtien, tous venus dénoncer une réforme du code électoral qui, selon eux, permettra aux dirigeants actuels de manipuler les élections législatives anticipées du 1er décembre prochain. En monopolisant le pouvoir, ils provoqueront la même chose que sous le régime de Mouammar Kadhafi, d'Hosni Moubarak, Ben Ali, d'Ali Abdallah Saleh au Yémen ou encore en Syrie. Ce n'est pas la première fois que les Koweïtiens descendent dans la rue pour s'élever contre le pouvoir en place. Au début du mois, un rassemblement a été violemment dispersé par les forces de l'ordre. Les manifestants demandaient entre autres la libération d'une des principales figures de l'opposition, emprisonnée pour avoir critiqué l'émir Cher al-Sabah. Les Koweïtiens sont loyaux envers leur pays. Bien sûr qu'ils l'aiment. Ils sont également loyaux envers le prince et la famille Sabah. Mais ils réclament le respect de la Constitution. Le Koweït est la première monarchie du Golfe à s'être dotée d'un parlement élu en 1962. Mais il connaît des crises politiques à répétition depuis 2006 et l'accession au pouvoir de Cher al-Ahmad al-Sabah, dont la famille règne sans partage sur l'émirat pétrolier depuis plus de 250 ans. Il était l'homme le plus redouté du royaume hachémite. Le général Mohammed el-Dahabi, ancien chef du renseignement jordanien, a été condamné à 13 ans de prison pour corruption. C'est le premier procès d'envergure entamé dans le cadre de l'opération anticorruption. Une opération mise en place par les autorités sous la pression de la rue. De nombreuses manifestations inspirées des printemps arabes et pilotées par les frères musulmans réclamaient ces mesures. On prend à présent la direction du Qatar, ce pays devenu un Eldorado pour de nombreux Français. Détrompez-vous, y réussir n'est pas forcément un jeu d'enfant, mais dans ce petit pays du Golfe, il y a de grandes opportunités à saisir. Un Français en témoigne dans ce reportage. Doha, la capitale du Qatar, n'a plus aucun secret pour lui. Il y a 27 ans, il est arrivé dans les valises d'un émir engagé comme coiffeur personnel. Patrice Nicolet n'en est jamais parti et a vu le pays se métamorphoser. C'était lunaire. Les Américains disent qu'ils sont allés sur la Lune. Moi, j'y ai vécu parce que c'était vraiment lunaire, il n'y avait rien. Quand je suis arrivé en 1985, j'ai passé 12 ans où il se passait quasiment rien, quoi. Il n'y avait rien qui se passait. Et quand il y avait deux voitures devant nous au rond-point, on imaginait que c'était un gros embouteillage. Et puis d'un seul coup, ça a basculé. On a parlé du gaz, du développement du gaz. Et là, ils sont partis dans un développement du Qatar qui était vraiment faramineux. Ce chef d'entreprise a fait fortune. Il est aujourd'hui à la tête d'une PME dont l'actionnaire est qatari, comme l'exige la loi. Il prépare l'ouverture d'un 5e établissement dans ce nouveau centre commercial et se prend à rêver. Votre objectif, c'est combien d'ouvertures de salons ? Moi, je m'étais donné 10. Quelqu'un m'a dit pourquoi pas 20. Voilà, quoi. La limite, c'est le ciel. Hein. Son cadre de vie, le voici, The Pearl, un des rares endroits où les expatriés peuvent acheter de l'immobilier. Son appartement est grand et luxueux, du soleil toute l'année. Toute cette partie-là, c'était que le désert.
tout cet endroit où il y a les tours, l'île qui est construite, c'était sur la plage. Avant, on promenait notre chien ici. Donc c'était des grandes plages avec pas beaucoup d'eau, hein. Il y avait 20-30 cm d'eau, mais ils ont construit directement sur la mer. Le Qatar est un vaste chantier. On construit partout et tout le temps. Ici, l'optimisme est de rigueur. La locomotive, l'organisation de la Coupe du Monde de foot en 2022. Tous les grands constructeurs sont là, coréens, chinois, allemands et français. Bouygues a décroché le gros lot, 9 tours, 1 milliard d'euros. Là, on monte au 37. Gilles Roland est le maître d'œuvre de ce projet gigantesque. C'est unique dans une carrière d'ingénieur. D'autant que Bouygues joue gros dans cette affaire. On espère que ce projet devienne la porte d'entrée, la grande porte d'entrée de Bouygues au Qatar et nous donne une image de marque qui, bien sûr, nous permettra de décrocher beaucoup d'autres projets tout aussi gros, sinon plus. Les liens économiques entre la France et le Qatar sont étroits. Club de foot, art contemporain, hôtel de luxe, le pays est aussi actionnaire de plusieurs grands groupes français, à hauteur de 6 milliards d'euros. Et il ne compte pas s'arrêter là. L'Émirat envisage d'investir 10 milliards supplémentaires dans l'Hexagone. Et on termine ce tour d'horizon par ces belles images de la Fashion Week à Amman, une semaine de la mode qui a clôturé en beauté avec le travail magnifique du couturier égyptien Hani El Bahayri, des robes monochromes aux couleurs lumineuses. Il y avait aussi beaucoup de doré, une petite touche orientale selon le couturier. C'est la fin d'une semaine au Moyen-Orient, on se retrouve la semaine prochaine.